Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, vous allez assister à une émission Power Boost enregistrée en direct sur le plateau. Le prix des matériels peut-il augmenter si le revenu des agriculteurs baisse? C'est la question de cette émission que l'on va pouvoir débattre avec mes invités. Mais sans plus tarder, si vous êtes sur le salon, vous savez qu'on a quelques cassettes Power Boost à distribuer. Alors n'hésitez pas à venir nous voir ici, sur le chapiteau central, donc à la Grande Halle de Cournon. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Caroline Bigouret. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes concessionnaire ici, enfin oui, pas loin, Allier. Creuse et Allier, New Yolande, voilà, établissement Fonvielle. Et puis vous êtes présidente pour la région Auvergne-Limousin du CEDIMA. Du CEDIMA. Alors, et le CEDIMA, c'est notre syndicat professionnel, l'organisation professionnelle du machinisme agricole. Juste à vos côtés, Gérard Danibert, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur marketing de la communication de Kubota. Kubota dans l'agricole, c'est déjà? C'est exactement ça. Kubota en agricole, de manière générale, c'est depuis 1960 et en Europe, c'est depuis une douzaine d'années. Bon, juste en face de vous, Philippe Estanov, bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Vous représentez la Prodema. La Prodema, c'est? C'est l'association pour la valorisation des métiers de l'agroéquipement. Notre but est de ramener des jeunes dans l'agroéquipement et de pouvoir les utiliser parce que nous manquons de bras et nous manquons de matières grises. Et juste à vos côtés, Anaël Bibard, cofondateur de FarmLeap. FarmLeap, c'est du co-farming, mais je laisse Anaël nous expliquer. Bonjour Jean-Paul. Donc FarmLeap, c'est le CETA numérique au service des agriculteurs pour leur permettre de valoriser leurs données, de se comparer, tout ça sur une plateforme gratuite sur farmleap.com. Alors, si on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que le prix des matériels agricoles en 10 ans, source INSEE, a augmenté 18% de façon globale, 19% pour les tracteurs, 20% pour les outils de travail du sol, les matériels de récolte 16%, et les remorques qui n'ont pourtant pas beaucoup de technologie, 23,2%, en gros de 1 à 2% tous les ans. Philippe Estanov, ça a toujours été le cas? Oui, le matériel agricole a toujours augmenté parce que la technologie a augmenté. Mais en plus, cette technologie est très demandée par les agriculteurs. Donc automatiquement, les constructeurs, les distributeurs fournissent cette technologie et automatiquement, cette technologie a un coût. Tu parlais du coût des remorques tout à l'heure. Les remorques du passage de 25 à 40 km/h, ça avait un coût énorme sur le prix de la remorque. Oui, mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le carnet de chèques qui ne suit plus. Parce qu'avant, on se disait, on va agrandir l'exploitation, on va être capable de pouvoir rentabiliser sur plus d'hectares. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est vrai, mais tu sais, dans l'ancien temps, je veux dire en 72 par exemple, chez John Deere, on se retrouvait avec des cabines climatisées. Ces cabines climatisées, les premières cabines climatisées sont arrivées en 72 et on nous a dit mais c'est invendable, jamais vous vendrez ce truc-là. Même la Vario, je crois qu'on n'en voulait pas. Et on en a vendu. Oui, au début. Alors, moi, je dirais il y a deux temps. Il y a une période, effectivement, où il y a une évolution technologique. Donc, derrière nos constructeurs, quels qu'ils soient, tractoristes, matériel d'accompagnement, un coût de recherche et développement qui est inévitable, qui a été impulsé par des besoins, comme vous dites, la clim, un confort de travail, une qualité dans la cabine qui s'améliore. Ensuite, il y a une deuxième vague, c'est toute la réglementation européenne avec toutes les normes qui nous sont imposées, qui ont été imposées aux constructeurs. Et donc, effectivement, derrière, on a eu de la recherche. Et là, on nous explique qu'effectivement, la recherche-développement va générer un coût supplémentaire et générer une augmentation. Aujourd'hui, on se pose des questions parce que les augmentations continuent d'être impactées sur le matériel. Nous, concessionnaires, puisque je représente toute ma profession, on subit ces augmentations, on n'a pas la main, on ne peut pas dire on veut pas, on achète un matériel, on nous dit ben oui mais cette année vous l'achetez 2-3% de plus. Qu'est-ce qu'on fait? On l'impacte au client, sauf qu'on s'aperçoit qu'à un moment, ce que vous dites, nos agriculteurs, les revenus ne progressent pas forcément. Donc il y a un moment, on arrive à un point mort, on ne peut plus. Donc d'ailleurs, on participe, nous, à atténuer ces hausses. Si on regarde un petit peu, le CEDIMA collecte un certain nombre d'éléments financiers de la profession. On s'aperçoit que le BE sur la valeur ajoutée depuis 5 ans diminue. Il a baissé d'un tiers. Si on regarde dans le même ratio chez nos constructeurs, il continue de progresser. Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que nous, concessionnaires, on s'aperçoit que, notamment en région polyculture, élevage et grande culture, bien sûr, ça devient de plus en plus dur, mais qu'on est obligé de participer à
amortir cette hausse. Parce qu'il y a un moment, les revenus de nos agriculteurs ne vont pas continuer à augmenter parce que nos constructeurs augmentent les prix. Gérard Danibert. Oui, alors on peut essayer de corréler le revenu des agriculteurs et le prix du machinisme agricole. Sans doute, on peut y trouver pas mal de passerelles. Mais je pense qu'il faut élargir énormément ce débat. Le machinisme agricole est un outil de production pour l'agriculteur. Il fait partie intégrante du coût de production, quelles que soient les productions. Si l'on compare un tracteur aujourd'hui avec un tracteur d'il y a 20 ans, il y a tout de même beaucoup de différences. Même s'il a toujours 4 roues, toujours un moteur, toujours une transmission. Mais la manière de l'utiliser a beaucoup changé. Moi, j'aurais tendance à décliner 3 bénéfices de l'évolution du machinisme. Le premier bénéfice, c'est l'agriculteur, c'est l'opérateur, c'est celui qui s'en sert. On lui amène plus de confort, plus de facilité, plus de capacité à contrôler sa production par une remontée de data, quelle qu'elle soit. Donc il y a beaucoup de technologies. Le deuxième bénéfice, c'est le bénéfice pour l'environnement. Ces machines sont soumises à des normes anti-pollution de plus en plus importantes, de plus en plus drastiques, qui font crier tous les constructeurs quand il faut inventer des solutions pour dépolluer ces machines, mais il n'empêche que c'est pour le bien-être de tous. C'est pour améliorer notre cadre de vie. Et enfin, le troisième bénéficiaire, à mon avis, c'est tout de même l'investisseur. C'est celui qui a investi dans cette machine pour produire. Elle doit, évidemment, cet investissement doit être corrélé avec le coût de production. On doit y trouver de la rentabilité. L'exploitation agricole est une entreprise beaucoup mieux qu'une autre parce qu'elle est au contact de la nature. Mais elle a l'obligation tout de même d'y amener de la rentabilité dans sa production. Annelle. Sur ce débat, quand même, l'agriculture est un secteur, une industrie qui a une intensité capitalistique. À part le secteur des transports, vous ne trouvez aucun secteur, même le secteur minier, qui a une intensité capitalistique supérieure. Pour produire 1 hectare de blé, il faut beaucoup de machines au total aujourd'hui pour réussir à être productif. Le débat sur l'augmentation de la technologie des machines et donc de leur dépollution, moi, me fait réagir sur le côté, est-ce que cette quête technologique, certes, elle est demandée par le consommateur, la preuve, il l'achète. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un pas de côté à faire, ce qui a déjà été fait dans l'automobile, avec Dacia, la Logan, elle coûte moins cher, personne n'a réussi à copier Renault, mais ils ont bien réussi à le faire. Ça a été fait dans les jeux vidéo. On faisait des consoles, elles étaient toujours plus puissantes. Puis tout d'un coup, Nintendo a dit non, je vais créer un truc qui n'existait pas, c'est la manette qui bouge, mais elle sera moins puissante et moins chère à produire. Et ils en ont vendu 10 fois plus. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie Océan Bleu, le nom de cette stratégie, à mettre en place pour que ce matériel soit performant, économique, et finalement qu'il ajoute quelque chose qui n'existe pas, comme pourquoi pas de la méthanisation à la ferme pour faire tourner le tracteur? Oui, vous avez raison. Enfin, il y a beaucoup de pistes à explorer. L'évolution technologique, tout de même, sur le machinisme agricole, se traduit par une réduction des intrants, quels qu'ils soient. Phytosanitaires, fertilisants, semences, pour une production qui est optimisée. Donc ça, c'est tout de même un bénéfice de manière générale. La technologie, elle permet ça, très clairement. Elle est développée pour ça, d'ailleurs. Oui, avec aujourd'hui des intrants qui représentent le tiers des charges, et les charges de méca représentant plus du Philippe tiers. Estanov. Oui. Et après, Moi, je voudrais Caroline. simplement rajouter en disant, est-ce que l'augmentation au cheval a augmenté? Parce que si on prend le tracteur moyen, dans les années 60, il faisait 40 chevaux. Le tracteur moyen actuellement qui se vend, c'est 140, 150 chevaux. Donc, si on compare le prix d'un tracteur de 40 chevaux dans les années 60 et un prix d'un tracteur de 140 chevaux, est-ce que le prix au cheval a vraiment augmenté? Je ne suis pas sûr. Si on prend le prix d'une Mossbatt, le prix d'une Mossbatt a pratiquement triplé. Mais actuellement, une Axel Flow, elle fait le boulot de pratiquement 3 ou 4 conventionnels. Donc, Oui, je crois que les progrès technologiques sont incontestables, ils étaient nécessaires et ils apportent un confort, une qualité de travail à nos clients, à nos agriculteurs, ça c'est clair. Sauf que la question que nous, on se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une crise, il y a des problèmes. Même si on leur apporte un confort supplémentaire, une technologie qui permet d'améliorer la rentabilité, est-ce qu'on va l'améliorer suffisamment pour compenser ces baisses de revenus? La question, elle est là. Et nous, on est au milieu. Et je le répète, on fait le tampon parce qu'on ne peut pas impacter systématiquement les hausses. Mais on parle des tracteurs où il y a une technologie
sur du matériel d'accompagnement, charrues, faucheuses, faneuses, même les remorques. D'accord, on peut changer le système de freinage. Il n'y a pas un apport technologique tel qui justifie systématiquement des hausses. Même, alors on est conscient, les matières premières augmentent, etc. Il y a des hausses qu'on comprend, il y en a d'autres qu'on comprend moins. Et c'est là où on se retourne vers nos constructeurs et on leur dit attention, soyons attentifs. Il y a plein de pistes à exploiter. C'est clair, il faut qu'on soit innovant et qu'on soit à l'écoute de nos clients. C'est eux qui nous font vivre, vous et nous. Il faut qu'on continue comme ça. Je suis assez d'accord avec tout ça. Il y a évidemment plein de pistes à explorer, comme vous le dites. L'autre piste à explorer, c'est faire en sorte d'avoir le juste matériel pour le juste coût de production. Il y a aussi sans doute à réfléchir sur le niveau d'équipement des agriculteurs français, sur le sous-équipement, le suréquipement, on prendra le qualificatif que l'on veut, mais l'agriculteur a de plus en plus besoin de connaître parfaitement ses besoins pour un coût de production maîtrisé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il sait identifier des besoins en machinisme qui sont parfois ponctuels, qui peuvent sans doute être couverts par d'autres solutions que l'acquisition de machines qui vont être utilisées 100 heures, 200 heures, 300 heures et dormir quelques milliers d'heures sous un hangar. C'est aussi cette piste-là qu'il faut explorer et d'autres solutions arrivent sur le marché. L'économie du partage, oui, elle est largement utilisée dans différents secteurs d'activité, le covoiturage, les appartements, Airbnb, pourquoi pas dans le machinisme agricole? Et on voit naître des plateformes du partage du machinisme agricole. Et je pense que c'est une des pistes, sans doute, pour trouver une amélioration de la rentabilité. Avoir la juste machine au bon moment pour avoir une production optimale. Gérard Dalibert, vous faites plaisir à Nel Bibar, qui est vice-président de l'association du co-farming, donc c'est tout trouvé. Alors, c'est vrai que l'économie collaborative en agriculture, c'est naissant. Et effectivement, ça a moins de 3 ans dans les lancements. Alors, naissant sous la forme que vous représentez, l'ECUMA existe depuis des années, et derrière, il y a bien une mutualisation, une mise en commun du matériel agricole. Bien avant l'ECUMA, ça remonte, si on fait de l'historique, ça remonte au 1300 et quelques sur la première fruitière dans le Jura. Donc ça remonte à plus de 7 siècles, la mutualisation des moyens en agriculture. Par contre, une CUMA n'est pas la même chose qu'un réseau. C'est-à-dire que quand je travaille en CUMA, je travaille avec un groupe d'agriculteurs identifiés, je travaille avec 10 agriculteurs, 20, 100, mais c'est cela. Alors que dans les stratégies d'économie collaborative, comme Blablacar, vous voyagez avec tout un chacun des gens que vous ne connaissez pas. Donc on élargit le cercle des opportunités. C'est là qu'est toute la différence entre l'économie collaborative et le covoiturage existait avant Blablacar. Le volume de covoiturage a été beaucoup plus fort grâce à Blablacar. Je crois que le frein à cette chose-là, c'est principalement le fait que les agriculteurs ont besoin tous en même temps, pendant la même période, du même matériel. Non, ça on le pensait avant, ce qu'on mettait dans la tête des agriculteurs, c'est avant, mais c'est pas vrai du tout. Et c'est une justification. A fait avec Carvalis une étude de 30 exploitations. Ils ont noté en fait la présence, on a noté avec Carvalis la présence des matériels, quel jour tous les matériels étaient sortis. Si sur 30 exploitations il y avait 20 semoirs, le jour où tous les matériels au maximum étaient dehors, il y avait peut-être 5 semoirs et 15 sous le hangar. Donc il y a des marges de manœuvre très importantes. Alors, certainement sur certains matériels, mais si vous prenez la fenaison dans nos régions avec les roundballeurs, si vous prenez les batteuses, que vous avez une météo qui est capricieuse, tout le monde a besoin de ce matériel au même moment. Donc il y a besoin d'un parc matériel non négligeable. Par contre, quand on prend le parc de matériel de traction qui représente quand même un coût qui est très important, celui-là, on a beau le tourner dans tous les sens, il tourne 500 heures par an sur des machines capables de faire 15 000 heures. Ouais, mais ramené à l'année, on est complètement d'accord, mais on est calé par rapport à une même saisonnalité sur les créneaux, des travaux qui sont même faits sur dans le nos semis, champs. ces études-là menées sur une année avec Cetadoc, Arvalis montrent qu'il y a 2 tiers qui pourraient être réduits, ou en étant les plus pessimistes, on pourrait réduire de moitié le parc matériel. Le gros problème qu'on rencontre les CUMA, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils veulent s'être servis en premier. Je veux mon ensileuse, j'ai une CUMA, j'ai acheté une ensileuse en CUMA, mais je veux être le premier à m'en servir parce que j'en ai besoin. J'ai acheté un semoir, je veux être le premier à m'en servir. Mais ça ne peut pas marcher, au bout d'un moment, c'est impossible, quoi.
Nous parlons beaucoup de matériel. Le matériel, c'est une chose, mais le matériel seul, en fait, n'est pas suffisant pour aller à la production. Notre mission, je crois, à nous, fabricants, et vous, distributeurs, c'est d'amener une solution. Oui, nous sommes liés pour amener la solution. La solution adaptée aux besoins. Et la solution, c'est quoi? C'est un porteur, tracteur si vous voulez, combiné à des outils adaptés à la production, de la technologie pour faire marcher tout ça, de la maintenance qui ne peut être apportée que par de la proximité. Souvent, il faut préserver la valorisation de cet ensemble. Ça veut donc dire des garanties apportées par des constructeurs pour sécuriser cet investissement et on ne pourra jamais s'affranchir, ou tout du moins pas à court terme, d'un organisme financier pour supporter l'investissement autour de ça. Notre réflexion, elle doit se poser en apporteur de solutions. De quoi a besoin notre agriculteur? Quel est son besoin précis? Il n'a pas besoin d'un tracteur, il n'a pas besoin d'une charrue, il n'a pas besoin d'eux, il a besoin d'une solution pour faire du semis, pour faire de la fertilisation, pour faire de la pulvérisation, pour faire de la récolte. Et si on arrive à se mettre dans cette logique et à raisonner comme le consommateur final de nos produits, alors nous allons sans doute faire évoluer les choses et réfléchir à apporter une solution complète, globale, au juste prix. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, c'est que la ferme France elle-même est suréquipée. Si on prend dans l'époque, moi je vous parle dans les années 80 ou 90, où on disait que le marché français était de 40 000 tracteurs à peu près standards, etc. Le marché était de 40 000 tracteurs. On nous prédisait que le marché se terminerait à 20 000 tracteurs et qu'on aurait 20 000 tracteurs de trucs. Il a fallu attendre l'augmentation de puissance pour pouvoir arriver à 25 000 tracteurs comme on l'est actuellement. Mais je veux dire, on n'a pas baissé. Si on regarde le nombre de chevaux vendus, on en vend toujours autant, quoi. C'est vrai qu'il y a un changement de mentalité à opérer. Ce changement de mentalité doit se faire de façon très rapide. Je trouve super votre évolution, vous, le CEDIMA, vous, les concessionnaires. Parce qu'il y a quelques années, vous ne souteniez pas ce discours. Un concessionnaire était habitué à vendre et il louait vraiment si l'agriculteur lui demandait de venir louer. Donc c'est vrai qu'il faut changer les équipes, vos technicaux, vos commerciaux, il faut les amener aussi vers les nouveaux usages dont parlait Gérard. Je crois qu'on est conscient qu'il y a des attentes de nos clients qui changent, hein, comme toute notre société. Ce sont des jeunes et la notion de propriété n'est plus la même. Et on revient à un coût, hein, le coût à l'hectare. Donc nous, on doit également réfléchir comment trouver une solution pour être présent, pour continuer de vendre, puisque c'est le cœur de notre métier, mais également apporter le service, le SAV. Donc, après, nous, de notre côté, on peut réfléchir, vendre du matériel et faire un package, faire des forfaits pour voir et que notre client final connaisse le coût réel, mais dans la totalité, pas uniquement l'achat à la location, mais ça peut être l'achat à la location et l'entretien, la maintenance du matériel. Ça veut dire que le jour où il achète un matériel, on est à même de lui dire, suivant la durée de location ou de crédit s'il devient propriétaire, combien chaque année il va pouvoir débourser pour ce matériel. Et je pense que là, il y a une solution et on doit travailler dans ce sens-là. Alors ça, c'est une étape, c'est la location financière, mais vous allez plus loin, je crois, chez Kubota, avec vos concessionnaires. Nous, on a réfléchi beaucoup à cette logique d'apporteur de solutions. On a développé un concept que l'on appelle KFS, Kubota Farm Solution, dont l'objectif est d'amener la solution pour un besoin donné. Et ça reprend ce que j'ai dit, tracteur, implément, outils, technologie, maintenance, garantie pour couvrir la valeur et financement de l'ensemble. Là, on reste toujours dans des logiques tout de même d'acquisition, même si c'est un groupe financier qui en supportera l'acquisition. Je pense qu'on doit en plus migrer vers des notions de valeur d'usage. Quel est le besoin pour quel usage? Quand on aura réussi à qualifier plus précisément tout ça, sans doute on arrivera à être plus pertinent dans nos offres. Ne soyons pas inquiets, le marché, il sera toujours là. Le machinisme agricole est une partie intégrante de la production. Seulement, la manière de consommer, elle va forcément évoluer. Et notre job, à nous fabricants, c'est très clairement de nous adapter à ces modes de consommation. Et c'est quelque chose qui nous obsède quasi au quotidien. Nous cherchons vraiment à être le plus proche
possible du besoin du consommateur final, c'est-à-dire de l'agriculteur. Alors, juste une toute petite parenthèse, Kubota le fait, mais vous n'êtes pas les seuls. Moi, mon fabricant New Yolande C'est a vrai, également une formule qui correspond, qui ne s'appelle pas de la même façon que Kubota, mais on est de la même manière à l'écoute de nos clients avec notre constructeur et on amène une solution intégrale. Je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas les seuls. Heureusement, ça va être très- Mais tout ça, c'est la location financière. On n'est pas encore dans de la location pure et dure. Ça peut être de la location financière ou simplement un crédit amortissable dans lequel on intègre le coût de la maintenance. Il y a plein de pistes à exploiter et aller de l'avant. dans le BTP, depuis les années 90, ils ont recours à la location. Bien sûr, il y a quasiment plus de ventes, c'est uniquement à 90% de la location. Il y, a, Annette Bibard. il y a un vrai sujet sur cet aspect-là parce que dans la maîtrise des frais de mécanisation, on l'a vu historiquement après les périodes de prix hauts 2011-2012, il y a eu un taux d'équipement qui a augmenté en région Rhône-Alpes. On a nos frais de mécanisation qui ont bondi d'environ 150 € hectare pour les céréaliers en 5-6 ans. Alors pourquoi Et alors pour la MSA. Comment Pour la MSA. Il y a eu Pour un pas payer objectif. la MSA, c'est ça. Oui, Voilà. Non, c'était pas pour alimenter la MSA. Non, c'était l'inverse, effectivement. Mais il y a eu une Entre autres, il y a confusion également aussi des mesures fiscales qui ont peut-être... incitative, très incitative, et qui aujourd'hui sont sur le point d'évoluer assez fortement, probablement. Ça reste un projet de loi de finances, mais l'IS en agriculture va devenir probablement une réalité. Où là, on aura un autre levier pour moduler ses revenus et aussi, du coup, calculer en euros à la tonne ses frais de mécanisation. À minima, les connaître précisément en prospectif en euros hectare. Et c'est là que des solutions, soit de location longue durée, soit en tout cas de maîtrise complète de la solution de semis. Combien va me coûter le semis à l'hectare l'année prochaine, tout inclus, c'est quelque chose de très important pour pouvoir mieux prévoir. Alors, Philippe, un mot. Alors, Juste 2 mots pour dire, il y a aussi une autre voie, à mon avis, et qui va se développer, c'est toute la robotisation, où on va se retrouver avec des robots qui vont arriver à diminuer peut-être en puissance, mais pouvoir arriver à jardiner un demi-hectare, 1 hectare, etc., qui vont pouvoir arriver à diminuer des coûts de production aussi d'une façon importante. on parle de fiscalité. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, l'idée, c'était de diminuer au maximum la fiscalité, de diminuer ce qu'on allait payer MSA. C'était très bien à l'échelle d'une année, mais ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est avoir des outils de lissage. Vous avez parlé de ce projet de loi de finances de façon synthétique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, ce qu'il faut en retenir, déjà, c'est la disparition probable d'une mesure forte que tout le monde avait utilisée par le passé dans les agriculteurs, la DPI. La fameuse DPI qu'on pouvait amortir sur du matériel. Celle-là devrait disparaître totalement avec un système de lissage des stocks. L'évolution de la DPA, dotation pour aléas, qui enfin intégrerait, si ça va dans l'état que ça prévoit, on pourrait avoir une entrée sans difficulté, non liée au nombre de personnes dans l'exploitation au niveau fiscal, mais plutôt à la taille de l'exploitation. C'est-à-dire, si l'exploitation fait plus de chiffre d'affaires, mon plafond est plus élevé, même si je suis tout seul. Et une réintégration sur 10 ans et pas de pénalité. Donc là, moi, en tant qu'ancien conseiller fiscal d'agriculteur, là, je souscris en tant que conseiller. Idem, la troisième révolution, et là, ce serait peut-être une évolution majeure, c'est pas encore forcément l'IS applicable aux bénéfices agricoles, c'est un IS adapté à l'agriculture. La notion est un peu complexe, mais c'est un peu différent. Avec une possibilité de rentrer à l'IS et d'en ressortir. Chose qui n'était pas possible avant. Possibilité aussi à l'IS de garder certains avantages qu'on avait dans le régime agricole classique et de ne pas avoir l'équivalent d'une cessation fiscale, d'avoir un coup de bambou une fois qu'on rentre à l'IS. Si ce système se met en place, le nombre d'exploitations agricoles passant à l'IS devrait être très important. Et concernant l'exonération des plus-values ? Alors l'exonération des plus-values, il est question d'un plafonnement de l'usage, mais quand même d'une conservation des plus-values. Donc, cette exonération des plus-values qui faisait qu'effectivement les agriculteurs pouvaient revendre du matériel avec une plus-value tout en étant exonérés, elle serait, comme on dit, c'est pas encore totalement sûr, mais elle serait toujours possible, simplement limitée dans le cadre où le matériel est revendu avant le seuil de 2 ans. Voilà. Pour le matériel roulant, oui. Matériel roulant vendu avant le seuil de 2 ans, pour éviter les abus qu'il peut y avoir
dans ce domaine. Et ce mécanisme est au-delà de l'agriculture, hein. C'est un mécanisme transversal à toutes les petites entreprises. D'autres points importants sur... Non, c'est vraiment ces éléments-là qui sont importants, mais surtout cette IS, faut se rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, quand j'étais agriculteur, je plaçais des revenus qu'on appelait dans les comptes courants d'associés ou dans le compte 108, ça c'est un terme comptable, mais en gros j'étais imposé, fiscalisé sur quelque chose que je retrouvais ou ne retrouvais pas à la fin lorsque je vendais mon exploitation. Et si je le vendais à quelqu'un d'autre que mon fils, ben souvent ces comptes courants d'associés, je pouvais m'asseoir dessus. Souvent, on retrouvait sur des éleveurs laitiers des comptes courants d'associés de plus de 150 000 ou 200 000 euros qui avaient été fiscalisés et qu'on ne retrouvait pas. C'est pour ça que tous ces mécanismes de lissage incitaient à acheter du machinisme, parce que vraiment, c'était intéressant. Là, si on a une vague de passage à l'IS, on n'aura plus cet effet-là et on pourra moduler sa MSA et son régime social et fiscal de manière beaucoup plus cohérente, avec une bien meilleure visibilité et probablement plus d'intérêt de calculer ses frais de mécanisation, de calculer ses prix d'équilibre, ses coûts de revient. Donc vraiment anticiper un peu plus ce qui se passera les 2, 3, 4 prochaines années. Donc on a l'impression que dans l'évolution des mentalités, c'est vrai qu'il y avait eu différents facteurs dans le passé qui avaient incité toujours à dire acheter, acheter, acheter plus gros, acheter plus grand. La presse, par exemple, qui faisait toujours des publicités pour des tracteurs plus beaux, plus gros, plus puissants, ça peut-être ça va reculer. Peut-être que vous, les concessionnaires, vous allez rentrer dans des schémas peut-être moins de vente et peut-être plus de location. Bercy a l'air un peu d'évoluer à la demande de la profession agricole. Ça a été porté par la FNSEA, notamment ces projets. Et il faut qu'on change le monde qui nous entoure. Madame, messieurs, merci beaucoup. On pourra en parler toute la soirée. Mais voilà, c'est fini. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.